ce sont deux termes qui sont a priori contradictoires. Donc, la technologie étant quelque chose qui cherche l'efficace, et le religieux qui s'inscrit dans un autre temps, qui n'est pas le temps efficace, mais un temps transcendant ou un temps vertical. Donc, confronter ces deux notions de technologie et de sacré semble tout à fait étonnant. Et cette friction ou ce dialogue, puisqu'on essaie de faire dialoguer des artistes, essaye de faire dialoguer en fait parmi ces pierres, bien que désacralisées, qui portent une part de sacré très forte, de faire dialoguer donc sacré et technologie. Et en fait, l'idée c'est que comment en fait deux choses contradictoires peuvent dialoguer. Donc en fait, déjà un petit mot sur religieux et religieux. Souvent, les personnes pensent que religion, c'est cantonné à la religion instituée. Quand on parle de religion, on pense tout de suite aux églises instituées, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'islam, que ce soit... En fait, quand on parle de... On a bien dit religieux, donc c'est le lien, c'est la religion au sens large. Le côté religieux au sens institué, parfois, on sait très bien qu'elle a été très contre la technologie, voire contre la science. Rappelez-vous Galilée, etc. Donc le temps de l'Inquisition. Donc en fait, on parle là du lien au sacré. Donc religion, c'est pas du tout l'idée d'église constituée. Donc comme je dis, dans le mot religion, la religion, il y a le côté qui peut être un peu, c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Il y a le côté religion avec tout ce qui est très justement dogmatique. L'idée, c'est on est du côté du bon cholestérol, c'est-à-dire qu'on est du côté de la religion, ce qui nous relie, puisque la religion, c'est comment l'homme, la femme, l'humain et la terre, l'univers sont reliés par un lien transcendant. C'est ça la religion. Qu'on soit bien clair sur les termes de notre débat. Pour ce qui est de la technologie, on va évidemment parler de science, avec des œuvres présentes ici, et surtout avec des artistes présents, dont surtout la poésie des sonores, parce qu'il y a un lien avec la science assez fort, mais encore une fois, on va aussi cantonner, on va circonscrire le terme technologique à l'art. Donc en fait, la vision technologique va être une vision plutôt esthétique aussi, et donc voilà, nous avons les termes du débat qui sont posés. Et tout d'abord, je voulais juste poser une question au curateur, déjà, parce que nous avons deux artistes, il y a plus d'artistes que ça, et comment tu as pensé, vous citoyen, on est entre nous, comment as-tu pensé, Julien, cette exposition dans ce lieu, quand un lieu aussi impressionnant que ces pierres anciennes, cette abbaye ancienne, comment tu as pensé pourquoi ce titre, Proliturgé? Moi, c'est un lieu qui est assez particulier pour moi, parce que je pense que l'une des premières expositions qui a été un choc esthétique, c'était une exposition sonore de Dominique Petitcamp, il y a bien des années de cela. Ici, notamment, et j'étais déjà quelque part impressionné par le fait que les visiteurs, le spectacle était autant tellurique et sur la totalité du site, que ceux qui venaient se recueillir, sur la création contemporaine autant que sur ces espaces pensés et conçus au XIIIe siècle. Et voilà, donc il y avait autant de visiteurs qui étaient là pour quelque part ce lien, je dirais extrêmement fort et assez héritière, que pour une création contemporaine peut-être plus pointue. Et c'est ce que j'appréciais. Pour faire le lien peut-être aussi entre technologie et religieux, l'un de mes fondements de la réflexion, c'était la question de la liturgie, c'est-à-dire des outils du culte. Alors certes, on les rapproche effectivement plus du culte chrétien quand on parle de culture liturgique. Dans l'esprit, on pense beaucoup à des chants, mais c'est l'ensemble des outils qui permettent quelque part de cadrer la notion même de culte et ce rapport plus éthéré et spirituel, je dirais, qui est en chacun de nous et qu'il s'agit quelque part de cadrer. Voilà, donc il y avait un lieu, il y a différentes fonctions, nous sommes ici dans
salle du chapitre, nous avons un parloir qui est situé à côté, où nous avons un passage au champ qui permettait de relier différentes fonctions de l'abbaye sur les 800 ans qu'elle a pu connaître. On peut quelque part se projeter dans l'espace, mais également dans le temps, à travers ces différentes pièces. Et je trouve que c'est l'un des succès les plus clés de la rénovation du lieu. Voilà. Alors, avant que j'interroge spécifiquement les deux artistes présentes, quels sont, faire un cours, chacun appréciera en déambulant et en appréciant les œuvres in situ, mais un rapide parcours pour le public des artistes et le choix des artistes. Et moi, je poserai les deux dernières questions, les deux dernières salles. Il se trouve que c'est pas un hasard, mais en fait, les deux artistes présents bouclent la fin du parcours. Présente, s'il te plaît, le parcours et le choix des artistes par rapport aux salles. Très rapidement, vous l'avez, je pense, individuellement vécu, expérimenté par vous-même. Il y a une première pièce ici qui est une pièce de Laura Hay, qui est confiée l'heure au désir, qui est une pièce qui, en gros, c'est un robot qui fait des canards en sucre. C'est sa fonction, son unique fonction d'ailleurs, en fait. Et puis, le canard en sucre, c'est presque quelque chose de désuet au moment où on devrait tous, bien sûr, s'interdire de mettre des cubes de sucre dans nos cafés. Ça ne prend pas certains le faire. C'est un geste qui est totalement futile, donc peut-être nécessaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu présenter cette œuvre, parce que c'est un petit peu cette idée de transhumanisme, c'est hilarant. Ce qui nous caractérise peut-être, c'est autant peut être remplacé dans notre rapport efficace au travail par un certain nombre de machines, nous le savons déjà, nous le vivons déjà. Par contre, le rapport, je dirais, au désir, aux émotions, c'est quelque chose qui est supposé encore nous être propre, mais pour combien de temps encore? C'est un peu l'une des questions que pose cette œuvre. Ça, c'est la première œuvre. Vous entrez dans la salle du parloir, comme son nom l'indique, c'était le seul endroit où les moniales avaient le droit de converser, je dirais, à des moments extrêmement précis du calendrier, et selon une codification extrêmement particulière. Et dans cette salle, nous avons deux pièces qui sont... une qui est vraiment autour de la communication, qui est un petit peu une pièce de Cécile Babiol, notamment. Il y en a une, c'est une réalisation de Cécile Babiol et Jean-Marie Boyer, qui s'appelle Copy That, et une autre qui s'appelle Le son de l'électricité, qui est un petit peu, pour moi, la mère des technologies modernes, donc l'électricité. Donc l'idée, c'était de commencer, c'était à la fois au début. Ensuite, nous avons une pièce qui est la pièce des Yakiri, qui s'appelle Mur invisible. Mur invisible, c'est la question du plafond vert, c'est la question d'une inégalité, je ne vais pas dire éternelle, mais en tout cas continue, entre hommes et femmes dans le milieu du travail notamment. Donc ce sont des données qui sont appelées comme ça et qui sont projetées sur des méduses. C'est le méduse, donc la méduse étant, on pourrait dire, la figure même du diable à l'ère féminine. Donc c'est un petit peu... c'est une pièce assez complexe techniquement, et qui vaut le coup vraiment d'être vue. Elle dure 24 minutes, le collectif Yakiri. Généralement, c'est un lieu de passage. La particularité, c'est que ça vaut le coup de rester un petit peu pour voir toutes ces données qui d'une certaine manière, nous submergent. Sur trois thématiques distinctes, qui sont les femmes dans le milieu culturel, l'égalité homme-femme dans le milieu culturel notamment, la question de la violence faite aux femmes, et plus généralement aussi les inégalités hommes-femmes dans le milieu professionnel. Ensuite, nous avons l'œuvre qui s'appelle Silence de Marie-Génie Bourgeois. Bon, c'est la salle des religieuses, c'est la salle principale du travail des moniales, et c'est une œuvre, c'est une technique, on pourrait dire, mapping, c'est pour le petit côté technique, où en gros, Marie-Julie a recréé un principe de fiction solaire, c'est-à-dire et si l'astre qui permet toute vie, qui est le soleil, si on était en mesure de le remplacer, si dans cette logique prométhéenne où nous pouvons trouver une nature de substitution, voilà, et si le soleil était fictionnel.
En gros, on a une projection lumineuse qui vous fait penser à la course naturelle du soleil à travers un bâtiment. Et donc là, on mélange un petit peu, on crée on brouille les limites entre un rythme naturel et un rythme artificiel. Ça, ensuite, nous avons la pièce de Félicie, Deepfield, qui pour moi déjà est une vision au-delà de notre petite planète, et on se projette dans un espace-temps qui est infini à notre échelle, mais qui n'est peut-être pas si infini que ça, et Félicie en parlera infiniment mieux. Nous avons la dernière pièce, qui est celle de Cécile Silbeau, Fontaine Hépatique, qui se trouve dans les latrines, ce qu'ont été les latrines. Et pour moi, voilà, c'est un retour aussi à une autre échelle de temps, donc 300 000 ans avant notre ère, et qui nous permet aussi de relativiser nos gesticulations à l'ère technologique. Alors, je voulais justement commencer par les latrines, si je puis me permettre, avec Cécile Beau et Fontaine Hépatique. Il faudra que Cécile nous explique ce titre énigmatique. Et ensuite, je lance comme ça dans le débat, parce que je pense que, en fait, l'idée de dialoguer entre le technologique et le religieux, ou la technologie religieuse, a un rapport avec la création et avec l'histoire du temps. La liturgie, c'est un temps qui rythme c'est le calendrier religieux, et donc qui sort, qui fait entrer la personne qui est à la fois dans un temps qui est vertical. Il y a une succession dans le calendrier liturgique, évidemment, mais en même temps, il y a ces percées dans le temps profane pour rentrer dans le temps vertical. Et c'est peut-être un lien que peut justement faire l'artiste. Donc je voudrais donc revenir aux latrines avec Cécile Beau et Fontaine Hépatique et lui demander pourquoi ce titre qui est très énigmatique. Fontaine Hépatique, j'ai précisément à partir d'un lichen qui est un des premiers lichens, en fait, la matière végétale est sortie, les algues se sont extirpées des mers pour venir coloniser la terre, et les premières algues, j'ai oublié le nom latin, et sinon ça s'appelle l'hépatique des fontaines. En fait, on en retrouve un peu partout, qui pousse là où c'est très très humide. Et j'aimais bien cette idée d'hépatique des fontaines par la couleur qui évoque la couleur hépatique, c'est la couleur du foie, le rouge, la foie. Je vais expliquer aussi que cette pièce avait déjà été conçue pour l'art dans les chapelles. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose, en Bretagne, en fait. L'art dans les chapelles, il faut mettre le... Pardon, l'art dans les chapelles, où en fait un artiste est dédié à une chapelle et va proposer une intervention. Donc il y avait déjà cette réflexion de produire quelque chose qui, dans le cadre d'un lieu anciennement religieux. Là, c'était une chapelle du XVIe siècle qui était perdue dans la forêt. Et elle avait la particularité d'avoir dans sa voûte un ciel peint. Et au sol, souvent en Bretagne, du granit. Le granit, surtout à cet endroit-là, c'est géologiquement la roche la plus ancienne, 600 millions d'années. Et cette chapelle avait daté du XVIe siècle. Donc là encore, il y avait une histoire de temps qui était très très forte. Et c'est ce qui m'a inspiré d'aller chercher un petit peu le début des végétaux. Et c'est pour ça que là sont présentés les sens, les premières, ce qu'on a retrouvé en tout cas en fossiles, sont des fougères, des poutrelles et des mousses, des lichens. Et voilà, j'ai cherché à reproduire comme ça un environnement végétal qui existait déjà du temps du Carbonifère. Donc ça n'a pas énormément évolué, sauf que c'est beaucoup plus petit qu'à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça date du Carbonifère, et le Carbonifère, c'est justement le moment où toutes les énergies ont été conçues, d'une certaine manière, le pétrole, le charbon, et c'est ce qui fait un petit peu, c'est le début de l'industrialisation, donc je ne sais
Si vous me suivez dans mon cheminement, mon raisonnement. On vit sur cette époque, en fait, présentement, sur une époque qui était capitalisée depuis plus de 300 ans. Et comment est-ce que, par exemple, tu as effectué cette évolution, pas entre la première proposition, dans les chapelles, et la manière dont tu le présentes dans les latrines? Comment est-ce que ça a évolué, même formellement? Il y a un côté beaucoup plus invasif, puisque dans l'art dans les chapelles, c'était sur un socle, comme une espèce de rectangle de prélèvement, un peu comme font les scientifiques, qui déterminent comme ça une zone, et ils vont prélever et analyser cette forme-là. Donc là, j'étais dans quelque chose d'assez... géométrique, on parlait de scientifique. Et donc là, j'ai eu envie d'éclater ça, de répandre un peu plus. Il y a aussi le passage du cours d'eau juste en dessous qui donnait envie de représenter un petit peu cet écoulement possible. Oui, est-ce que vous avez tous vu qu'il y avait à peu près 9 mètres qui se dérobaient sous le pied au niveau de cette pièce? Voilà, parce que c'est vrai que c'est contre-éclairé, mais faut-il encore avoir simplement pouvoir le voir? Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez vertical. Et il y a cette verticalité dont on parlait, et puis aussi parce qu'il y a des artistes femmes, surtout avec ce collectif Yakeri, Murs Invisibles, il y a aussi cet écoulement hépatique, donc de fontaine hépatique, puisque en fait les femmes, elles étaient toutes réglées ensemble. Souvent, c'est le cas. C'est quelque chose d'assez incroyable de cette empathie qu'il y a entre femmes. Quand elles sont ensemble, elles sont réglées ensemble. C'est ce que tu m'avais dit quand tu avais aussi dit tiens, je vais prendre ce lieu quand je choisis un espace dans l'abbaye, je vais prendre cet espace-là. Je voudrais. Oui, l'espace, c'était l'espace du corps qui était considéré, bien sûr, dans la religion chrétienne, qui mettait en avant beaucoup. En fait, c'est plutôt hérité, c'est l'héritage grec des chrétiens, c'est l'héritage catolicien des chrétiens, c'est-à-dire les Grecs ont ce jeu de mots qui est sema, soma, c'est-à-dire soma, sema, c'est le corps, tombeau, soma, le corps, sema, le tombeau. Donc en fait, cette idée que en fait, ce qui est périssable, c'est le corps, et on a un esprit qui est au-delà, qui peut atteindre la vérité, qui peut sortir justement de la caverne, et ça me fait une transition idéale pour parler de l'œuvre de Félicie Estienne-Nord, qui s'appelle La Deep Field, qui donc est une petite un slide, petite diapositive, pardon, je me suis fait un imbécisme, mais un coup de pas, et avec une bougie éclairée. Alors, Deep Field, c'est une image de l'univers. On va parler, elle va nous expliquer, Félicie, de quoi il s'agit, Deep Field. Alors, Deep Field, c'est un nom emprunté à une photo prise par le télescope Hubble, vous connaissez peut-être, parce qu'elle a été quand même relativement diffusée comme toutes les images du télescope. Il y a eu 2 versions de cette image, et en fait, en 1995, Hubble a fait une pause assez lente sur une portion du ciel qui est équivalent sur notre voûte céleste, à peu près de la taille de la diapositive, qui fait 1 par 1 cm. En réalité, c'est même plus petit que ça. Donc, Hubble a photographié une zone de quelques millimètres carrés du ciel, et donc en dehors de notre atmosphère. Et de cette pause lente, on a découvert dans cette, je crois que c'est dans la Grande Ourse, l'équivalent de 3000 galaxies. Donc c'est une preuve tangible, c'est une photographie. Donc on connaît beaucoup de choses de l'univers, mais là c'est des photos. On voit une photo avec dessus plein de petits points. On peut penser que ce sont des étoiles, et puis on voit après dans le détail ce sont des galaxies. Et donc il y a une première photo qui a été prise en 1995, et ensuite il y a une suite d'autres images qui ont été prises, et dont une en 2004 qui est le Hubble Deep Field. Donc c'est le champ profond de Hubble, et j'aime beaucoup aussi ce terme de Deep Field, dans lequel cette fois-ci ils ont vu 10 000 galaxies. Donc des milliers de galaxies, des milliards d'étoiles, et potentiellement
autant une partie d'étoiles qui sont des systèmes solaires. Et donc c'est cette mise en abîme, cette fenêtre, moi qui m'avait saisie quand j'ai vu pour la première fois les photos de Hubble. Et j'ai eu ce sentiment, je viens de parler de la caverne, voilà, de quelle est notre certitude face à ce réel qui est tout le temps déplacé. Dans mon travail, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est la façon dont on modélise le réel et la façon dont les modèles évoluent. Tout à l'heure, tu parlais d'évoquer Galilée, effectivement, l'évolution des modèles. Et la fin de l'héliocentrisme, ça nous renvoie à il y a 500 ans. C'était aussi un combat entre technologie et religion. Mais alors, ce qui est intéressant, là où le religieux, il y a une conversation, peut-être un débat entre le religieux et le technologique est dans la modélisation. Or, l'artiste est dans la formalisation. Et une forme, c'est pas un modèle, c'est pas un standard. Et c'est ça qui est intéressant, c'est beaucoup plus ouvert. Et l'idée de pouvoir voir l'infinité ou l'infinitude dans une espèce de point infinitésimal, c'est intéressant, c'est en fait l'acte de l'artiste, c'est de créer une forme, et donc la forme, il y a toujours une relation entre le regardeur et la forme. C'est ça qui est intéressant, et donc il y a une forme de création du départ, c'est-à-dire une création de l'artiste qui crée une forme, donc il y a une vraie création. Donc, là encore, l'artiste se substitue à Dieu dans un geste créateur, mais il y a une création aussi. La forme, c'est pas un standard, c'est pas un modèle, c'est pas quelque chose qui est réduit à une fonction comme dans la technologie. Et là où la technologie prise comme médium, on en parlait avec Cécile, c'était de dire que la technologie peut être prise comme une forme aussi. C'est exactement ce qui se passe avec l'or où en fait, ou même les machines de Tinguely. En fait, ce ne sont pas des machines qui ont pour but de nous fabriquer des choses à manger, ou des choses à consommer, c'est des choses pour que nous, on puisse contempler. C'est une forme, ça devient une forme. Et donc ça, c'est intéressant dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'œuvre de Félicie n'est pas du tout illustratif. Bien sûr, on parle de ces avancées technologiques ou des avancées de l'astrophysique, mais c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, donc qui ouvre, c'est une forme qui ouvre. Pour moi, c'est plus proche finalement d'une pensée de Pascal. Vous savez, cette fameuse pensée qui nous dit le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, de l'effroi, du vertige qu'on peut avoir devant l'infini. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'art technologique, c'est comme le temps long de Cécile Beau, c'est pas du tout une illustration de la préhistoire ou de ce que peut faire, parce que en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi un fond sonore qui fait partie, c'est pas un fond, ça fait partie intégrante de l'œuvre, d'une installation de ces plans préhistoriques, avec une partition, entre guillemets, de bruit ou de sons qui pourraient être ceux de la préhistoire. Chant, on peut le dire. Pour juste expliquer un petit peu le terme sonore, ce que vous entendez, en fait, tout comme les végétaux, on a des traces fossiles qui peuvent nous attester qu'ils ont été présents. On a aussi retrouvé des fossiles de grillons ou de criquets avec des élytres très bien préservés qui font qu'en fait, une seule sonorité qui traverse le temps et qu'on sait qu'on pouvait entendre à l'époque du Jurassique, parce que là on descend un petit peu pour revenir au Jurassique pour les insectes. C'est cette sonorité-là, c'était vraiment des sonorités fossiles, c'est les seuls sons qu'on sait qu'on pouvait entendre dans cette période-là. Et donc après, je me suis amusée à faire une libre interprétation de ce qu'on aurait pu aussi entendre. Et voilà, le côté chant, ça fait un peu au rapport avec le titre de l'exposition. Oui, le rapport liturgique et en effet cette fiction est introduite sur une vraisemblance. Ouais. Moi, je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur la question peut-être aussi de la reproductibilité du statut de l'artiste, c'est-à-dire c'est vrai que Quattrocento, ce néologisme qu'on a introduit, en fait, il y avait l'artigiano qui était l'artisan, on parlait, quand on a décidé de parler d'un artiste, c'était qu'on était dans une pratique d'un artisan
qui n'était pas reproductible, qui lui était strict et propre. Et le Vatican poussait pour établir cette dissociation et pouvoir de part sanctuariser un petit peu la pratique de l'artiste. Oui, mais l'invention de l'artiste à la Renaissance, c'est l'invention de l'artiste en tant qu'auteur. Avant, c'était un artisan. C'est le passage des arts mécaniques aux arts libéraux. C'est Michel-Ange ou Léonard Vinci. D'ailleurs, Léonard Vinci dit que la peinture est causa mentale, et donc c'est un artiste conceptuel. C'est qu'en fait, l'idée, c'est que ces gens, d'ailleurs, on voit les portraits, les autoportraits qu'ils faisaient d'eux, ils se portraituraient en gentilshommes. Ils ne se portraient pas avec leur burin, C'était souvent habillés en hommes de cour, avec un livre, avec des décors antiques pour montrer qu'ils étaient cultivés. Donc le geste démiurgique de l'artiste, c'est très intéressant. C'est aussi là où en fait l'artiste, là on sort de la conversation de la technologie, mais l'artiste se substitue aussi un peu à Dieu dans son geste. Oui, sachant que les codes de la représentation étaient ultra strictes, effectivement, à l'époque, on ne pouvait pas se représenter sur les peintures, déjà avoir l'autorisation de s'auto-représenter, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Ça donnait une caste, une partie de la caste de ces artistes. Mais, pour revenir au temps et à la représentation et le travail de Félicie, je voudrais lui poser la question, c'est justement quel est ce rapport à l'infini dans son œuvre, et justement cette histoire parce qu'on n'a pas invoqué la caverne de Platon, mais j'aimerais que justement tu puisses avec cette bougie et cette histoire, parce qu'il faut dire comment physiquement elle est cette installation. Oui, alors physiquement, c'est une petite diapositive qui est éclairée par une bougie, donc c'est quand même l'association de la haute technologie. Hubble, c'est quand même la haute technologie de notre société, et de quelque chose d'ancestral, et de l'éclairage d'une bougie. Et par rapport à notre débat d'aujourd'hui, moi qui travaille beaucoup avec les technologies, c'est une de mes pièces où il y a le moins de technologie quelque part, et c'est une de mes dernières pièces, qui est une sorte de synthèse aussi de ce qui m'intéresse sur la façon dont on modélise le réel et dont on le comprend, et la façon dont on repousse en permanence nos dogmes et notre connaissance du réel. Donc là, on parle de religion aujourd'hui, donc forcément, ça m'évoque cette idée du dogme, mais c'est aussi le dogme scientifique. Et donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est quelque chose d'important pour moi par rapport à cette question de technologie et de religion. Moi, j'utilise beaucoup les sciences et les technologies dans mon travail, mais avec quand même la volonté de les questionner. Ça fait partie de notre société. Mais on repousse en permanence à la fois les frontières de notre connaissance. Aujourd'hui, nos champs de vision et donc de mentaux, d'esprit se promènent dans des espaces-temps comme ceux que nous propose Hubble. Donc ça laisse imaginer dans d'autres échelles, micro, jusqu'où on peut aller. Mais en même temps, il y a une certitude de cette image, mais en même temps, elle va être repoussée très vite. D'ailleurs, on voit même qu'entre 1995 et 2004, on n'a plus les mêmes données. Et puis finalement, là récemment, il y a quelques jours, à partir des images de Planck, il disait même que le monde, l'univers serait clos. Pas fini, mais clos, c'est un peu une notion différente. Donc pour moi, aujourd'hui, la société est quand même... il y a toujours effectivement des plus grosses problématiques liées à la religion, mais il y a aussi tout le dogme de la science. Moi qui... Oui, qui est... Voilà. Il y a une forme de scientisme, même en art, voilà. En fait, ça serait le mauvais cholestérol remplacé par un autre mauvais cholestérol. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait l'idée que, soi-disant, la religion serait une superstition et on serait dans une autre adulation d'une espèce de dieu scientifique qui serait le tout scientifique. Donc, c'est-à-dire la suppression, en fait, du désir humain, de l'âme, par quelque chose qui serait complètement réductible à quelque chose de justement d'efficace, dans un temps efficace, avec une espèce de résolution qui serait une résolution mécanique. Où, tout pourrait être traduit comme ça. Alors justement, l'idée de la religion, c'est de réintroduire de l'infini dans du fini. Pour revenir effectivement par rapport à l'exposition, autant on va avoir un peu ce symbole du confort de la modernité qui est l'électricité, autant terminé par la flamme prométhéenne, c'est-à-dire cette première technologie qui fait que l'homme se dissocie de l'animal, dans l'imaginaire collectif. C'est ce que représentait pour moi Deep Field également, avec une forme
forme de paradoxe où en effet, quelque part, l'ensemble des données que Hubble a pu récupérer, on est très 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 loin de les avoir traitées et d'avoir une idée tout à fait juste de ce qu'elles peuvent réellement représenter. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est cette capacité quelque part à maîtriser une technologie qu'on a d'une certaine manière. Et puis, alors peut-être pour répondre plus à la question de Jacques tout à l'heure sur l'infini, je voudrais compléter effectivement. Il y a aussi la verticalité de la bougie. Là, on parlait d'électricité. Moi, ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu il y a longtemps, que j'avais beaucoup aimé, sur la flamme d'une chandelle, qui est un livre de Bachelard, Gaston Bachelard, et qui parle de la verticalité de l'instant. Et donc cette flamme qui s'élève, évidemment, moi, ça m'évoque quand même une notion plus spirituelle également. Ce sont les bougies, les cierges, la foi. Ce sont d'ailleurs concrètement des cierges religieux qu'on a trouvés. Donc il y a aussi cette idée de verticalité de l'instant. Et donc il y a ce double infini, à la fois effectivement l'infini du réel physique, mais à l'infini mental de la méditation cosmique et de la méditation tout court, qui nous invite à faire. Après, là c'est une pièce qui est fragile, qui est tout en fragilité. C'est ça. En fait, l'idée, c'est justement la fragilité de la bougie. La bougie peut représenter la foi, parce que la foi dans la science ou la foi dans une autre réalité, une réalité transcendante. La foi, c'est quelque chose aussi qu'il faut protéger de tous les vents et quelque chose de fragile. Donc en fait, il y a une histoire de foi. Et même dans l'art, il y a de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un protocole. Quand on va dans un white cube, on sait qu'on rentre dans une chapelle et que là, on a affaire à de l'art. Il y a quand même toute une espèce de chose qui crée une idée de. C'est un pacte en fait entre le spectateur et l'artiste dans un lieu donné où on expose. Eh bien, il y a cette histoire de foi qui est représentée par et la même chose. Il ne faut pas croire qu'on est on ne se vit pas exactement comme quand on est à l'intérieur. L'homme intérieur ou la femme intérieure qu'on est n'est pas le scanner de ce qu'on est à l'intérieur. Ça serait complètement absurde et ça serait du cartésianisme de bas étage de penser qu'on est exactement l'imagerie scientifique de ce qu'on est à l'intérieur. Bien sûr, l'homme ou la femme intérieure, c'est ce qu'on pourrait être là, notre intériorité est bien au-delà. Et c'est bien ça l'idée et l'art, c'est pas dans les deux cas, du temps long avec la préhistoire de l'infini du cosmos, c'est pas illustratif, c'est une image, donc c'est une forme qui permet quelque chose d'au-delà. C'est ça l'idée et là où la technologie est intéressante, c'est une technologie en tant que forme, et les artistes qui sont ici présents, les autres artistes qui sont présents, c'est comment rendre quelque part cet invisible visible. Voilà, c'est ça le champ. Moi, c'est ce qui me, on va dire, fascinait dans le fait de pouvoir mettre de manière connexe la pièce de Félicie, celle de Cécile. C'était qu'on avait d'un côté ce lien prométhéen, c'est-à-dire le fait on ne peut pas toucher l'infini, on peut à peine le concevoir, mais on essaye. Et c'est ce que veulent quelque part nous promet. Et de l'autre côté, on a la pièce de Cécile qui nous rappelle à quel point tout est, une antériorité à notre existence et à quel point on est absolument, à quel point l'anthropocène, voilà, et notre obsession, à quel point tout naturellement tourne de notre nombril, de sapiens sapiens, et que justement, voilà, donc cette pièce de Cécile permet de créer quelque chose de relatif, peut-être dans le passé, comme celle de Félicie va nous projeter dans, peut-être, à travers ces 3000 galaxies, peut-être qu'une d'entre elles abrite notre fameuse planète B, si tant est soit qu'on puisse y accéder un jour. Voilà, donc il y avait ce côté futur, prospective, et en même temps, je dirais, notre strict héritage est la seule chose qu'on a, c'est-à-dire notre planète. Oui, alors je félicite à revenir parce que c'est un qui a créé, mais moi en tant que regardeur de son œuvre, critique de son œuvre au sens positif, c'est que effectivement c'est prospectif, c'est qu'il y a une projection dans le futur, mais je ne pense pas ça.
je pense qu'aussi ça nous permet d'avoir un autre, et toutes les œuvres d'ailleurs, ça nous permet de nous entrer dans une autre réalité moi j'ai trouvé cette notion de polychronie, c'est-à-dire qu'on est dans d'autres échelles de temps, on n'est pas dans un seul temps, on n'est pas dans ce temps, et justement le temps technologique, c'est là où c'est gros, il y a un renversement du but même de la technologie, qui serait justement ce point efficace, qui ferait des choses de plus en plus performantes, parce que c'est ça la technologie, c'est de faire des choses de plus en plus performantes. Mais là, ça devient esthétique, c'est-à-dire c'est juste un moyen de création esthétique d'une forme, et ça nous permet de nous inviter à se dire qu'il y a un autre niveau de réalité que le niveau dans lequel on est. En fait, tu ne m'as pas posé de question. Oui, mais alors là, je suis un petit peu prise de courant. Allez, sur plusieurs points en même temps, parce que ça me renvoie aussi pour revenir à aussi l'histoire de la modélisation du réel et la façon dont on change nos paradigmes. Elle renvoie à l'infinité des mondes, cette image. Et alors moi, quand je pense à l'infinité des mondes, ça me renvoie à Giordano Bruno, qui est un martyr de la religion, XVIe siècle, et qui lui parlait déjà d'infinité des mondes. Il avait quand même une intuition, c'était un prêtre. Il avait une intuition dans toutes ses descriptions, il était un peu visionnaire, très visionnaire même dans beaucoup de domaines de l'astrophysique, et il décrivait cette idée qu'il y aurait probablement l'infinité de monde, donc la vie quelque part extraterrestre, ce qu'on trouve maintenant, c'est-à-dire ce qu'on cherche maintenant les exoplanètes. Ça c'était au XVIe siècle, et à l'époque, donc cette image me fait penser à lui, et à l'époque il a été brûlé par l'Inquisition. Il a été brûlé, alors même que Galilée n'a pas été aussi violemment. Voilà, parce que Galilée était scientifique et Giordano Bruno était un religieux, donc là c'était vraiment pas du tout acceptable. Donc peut-être ce qui est intéressant aussi par rapport aux technologies, moi je les manipule au quotidien, on a cette espèce d'assurance, alors que finalement ces modèles, ils n'ont pas été du tout évidents à d'autres époques. Voilà, c'est le même ordre ces personnes se passent à leur époque, et l'idée c'est un petit peu le Daguerre, d'une certaine manière, dans son époque, c'est quelqu'un qui avait une très bonne stature politique, qui était au moment aussi, qui collectait les recherches, qui lui-même, voilà, c'est ça, il a su se positionner de manière suffisamment intelligente pour opérer une révolution des pensées avec généralement des données et des modes de réflexion existants. C'est un petit peu ça. Après, peut-être si on peut se permettre de associer la religion aussi à des notions philosophiques et métaphysiques, ce qui est intéressant avec ces outils, les technologies, c'est qu'il y a des outils qui font nous créer des basculements de perception. Donc il y a eu la lunette de Galilée, par exemple. Sans la lunette de Galilée, on n'aurait pas pu confirmer le modèle de Copernic. Et en fait, à un moment donné, ce sont des technologies qui ont fait que vraiment, il y a des basculements de pensée. Moi, je dis ça, après, c'était de ce que je connais, l'histoire. Mais ça me fascine un petit peu. Moi qui travaille les technologies, je me dis qu'il vaut mieux les comprendre, les connaître, parce qu'effectivement, il faut être un petit peu alerte, il faut être critique aussi. Mais notre regard évolue, et donc, voilà, il peut y avoir à tout moment la technologie, ou même ne serait-ce que la technique, il faudrait justement ce divorce de la technique avec l'art, il faudrait revenir juste à l'étymologie d'art et en grec techné. En fait, c'est le même mot. En fait, l'idée, c'est que les techniques font avancer aussi notre représentation du monde et nos perceptions esthétiques. Que le fait que la peinture soit mise dans des tubes a permis aux impressionnistes d'aller dans les champs et de peindre. Avant, donc ça faisait une autre perception du monde. Donc après, ils ont pu représenter un monde avec justement ces couleurs, ces taches de couleurs pures qui, côte à côte, faisaient des couleurs mélangées, ce qui s'appelle l'impressionnisme. Parce que, en fait, il y a eu un moment donné, au lieu d'avoir un assistant avec qui écrasait des pigments, et on faisait justement des décors qui étaient des décors en gros de théâtre, on est allé dans les champs peindre des ciels changeants, comme Monet, etc. Donc voilà, donc la technique, même avant même la technologie, change notre perception. Donc c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, on regarde à travers nos téléphones portables. Absolument. Et
Et ça crée un autre, c'est une autre fenêtre, la fenêtre albertienne, elle est devenue Apple. Mais pour le coup, la question c'est ce qu'il y avait avant Apple et après Apple, et moi ce que j'apprécie et j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus, Cécile, c'est ton approche stricte de la matière et justement ce rapport peut-être physique et temporel de la matière que tu développes, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on fait l'historicité à travers le matériau et comment toi tu le perçois. Moi c'est aussi ça que je trouve essentiel et qui fait que c'est la pièce quelque part fond d'un clos ou d'exposition. Un petit peu comme Félicie, je me nourris énormément de revues scientifiques, des évolutions technologiques X ou Y. Après, je m'en parle et j'essaye d'en restituer quelque chose d'un petit peu poétique, mais je ne saurais pas dire comment, quand, pourquoi. Je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'en fait ça veut dire de là-haut, mais je disais que en tant qu'artiste, on a un peu l'impression d'avoir des marottes, de ne pas savoir pourquoi. C'est assez peu ce que tu as dit aussi. On tourne autour de choses comme ça qui nous obsèdent. Et en fait, on tournait un artiste, tout créateur, un écrivain pareil, tourne autour de sa propre vérité. En fait, c'est ça. Je pense que chacun a une intuition de ce qui est une vérité, qui sa sienne propre, son rapport à quelque chose, et je crois encore que la vérité, qui n'est pas la vérité dogmatique, qui n'est pas une certitude. Peut-être que la vérité, c'est juste une question. C'est ça. Et là, on pourrait s'amuser à rejoindre aussi deux parallèles, qui pourraient être l'artistique et le religieux. Finalement, l'artiste qui propose un regard sur le monde, son monde à lui. Donc en ça, en fait, il y a un lien qui peut être intéressant, puisque la religion elle a un petit peu à vocation à donner des définitions pour vivre dans ce monde. Oui, c'est des définitions, et elles donnent, en fait, moi je pense que c'est pas tant des définitions, ça c'est le côté dogmatique de la religion, mais le rapport religieux au monde, comme on peut avoir un rapport religieux au monde dans la nature, c'est de se sentir relié. Relibéré, c'est relié, c'est la religion, elle nous relie au monde. Or, le monde tel qu'il est, le monde technologique, le monde marchand, le monde, il scinde, il divise. On sait très bien que, justement, l'artisan qui faisait tout, la grande révolution industrielle, a scindé les tâches. Donc, en fait, la taylorisation, c'est toi tu feras une roue, toi tu feras un volant, toi tu feras un nœud, c'est la division du travail qui a fait ça. Donc en fait, l'idée de l'artiste, c'est justement de réintroduire quelque chose d'holistique, quelque chose d'entier, et de se sentir de nouveau relié au tout. Il me semble que c'est ça qui peut être le rapport religieux dans un sens large. Merci Cécile, merci Félicie, merci Julien pour cette belle exposition sous ta houlette. Merci aux artistes, merci à l'ABI